Déjà lors du Concile Vatican II, la famille apparaissait comme l'un des enjeux majeurs de la société. Aujourd'hui, la famille peut être monoparentale, recomposée, on parle d'union homosexuelle et d'homoparentalité. Monseigneur de Germay, évêque d'Ajaccio, propose ici quelques repères et réflexions afin de pouvoir aborder ces questions brûlantes. Fondamentalement, la famille, elle est l'union d'un homme et une femme qui décident de mener une vie commune pour toute la vie et avec un désir d'avoir des enfants, donc qui vont créer la famille, cette cellule de base de la société. On peut dire que la famille a la vocation de créer une cellule, une communion d'amour qui est un peu un signe, qui nous dit quelque chose du mystère de Dieu, hein, puisque nous croyons en un Dieu qui est communion d'amour entre trois personnes et la famille a cette vocation de manifester ce mystère d'amour. Je dirais qu'il faut être assez prudent lorsqu'on parle de cela, parce que par rapport à ces personnes qui sont dans des situations parfois un petit peu compliquées, donc vous parlez de la famille monoparentale, on pourrait aussi parler des familles recomposées et aussi des familles entre guillemets où il y a un couple de personnes homosexuelles avec des enfants. En tant que chrétiens, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur ces familles et de les mépriser, nous devons les accueillir comme elles sont. Après, il y a la question qui est un débat de société, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une famille et surtout sur quoi l'État doit légiférer. Pourquoi l'État légifère sur le mariage? L'État légifère sur le mariage et est habilité à le faire parce que le mariage a une dimension sociale. Parce qu'un homme et une femme qui se marient pour construire une famille, ils vont constituer une cellule de base de la société. Et on voit bien qu'il y a un enjeu pour la société puisque c'est le lieu où on apprend à vivre en société. D'ailleurs, lorsqu'aujourd'hui il y a des difficultés, par exemple je pense dans les banlieues, on se rend compte que derrière la violence des banlieues, il y a une crise de la famille. Donc lorsque la famille va mal, la société va mal. Donc il est tout à fait normal que l'État légifère sur le mariage entre un homme et une femme puisque c'est la survie de la société qui est en jeu et le lien social. Mais lorsqu'il s'agit d'une union homosexuelle qui par définition est stérile, pourquoi est-ce que l'État devrait légiférer sur cette union? Mais ce qu'on a oublié, c'est que l'État ne légifère pas sur du sentiment. Le sentiment amoureux est quelque chose de subjectif qu'on ne peut pas mesurer. Pendant des siècles, l'État a légiféré sur des mariages qui étaient arrangés. Il n'y avait pas forcément un sentiment amoureux au départ, mais ça constitue une famille. Alors que là, si ces gens n'ont pas le désir de fonder une famille, on voit bien que l'État ne peut pas légiférer sur quelque chose de subjectif. Alors, ils ont le désir de fonder une famille, et effectivement, on se comprend parce que le désir d'avoir des enfants, il est inscrit dans la nature humaine. En même temps, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction objective, effectivement, entre ce désir d'enfant et ce choix qu'ils font d'une union qui est stérile? Alors bien sûr, il y a du coup la revendication, j'allais dire, qui se comprend de pouvoir adopter des enfants. Je pense que dans ce débat, le grand oublié, c'est l'enfant. Parce qu'on parle d'un droit à l'enfant, mais je pense qu'il y a eu toute une évolution des mentalités depuis quelques dizaines d'années. Je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, l'enfant était considéré comme un don. Et puis si on était croyant, comme un don de Dieu. Aujourd'hui, avec en particulier les progrès entre guillemets sur la contraception, etc., mais surtout avec les techniques de procréation médicalement assistée, peu à peu, inconsciemment, notre regard sur l'enfant et sur la fécondité a changé. On a considéré que finalement l'enfant c'était le produit de notre désir et que donc, puisque même si on a un problème de stérilité par exemple, la science peut nous aider, ben, du coup on a le droit. On a droit à l'enfant. Donc l'enfant, on est passé de l'enfant considéré comme un don au droit à l'enfant. Et avec maintenant les techniques qui permettent le diagnostic préimplantatoire ou prénatal, on a franchi un cap supplémentaire, c'est le droit à l'enfant parfait. Donc on a vraiment une modification de notre rapport à la fécondité. Et puis surtout, on oublie les droits de l'enfant. Et l'enfant, il a le droit d'avoir un père et une mère.
et un père et une mère qui se sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre pour lui assurer ce cocon. Au fond, la famille, c'est ce cocon qui permet de protéger l'enfant et de le faire grandir. Je crois que derrière tout cela, il y a la perte finalement du sens de la différence sexuelle. Et c'est vraiment la question de fond qui est derrière tous ces enjeux. On pourrait peut-être évoquer aussi la théorie du genre, si vous voulez, qui est derrière. C'est-à-dire qu'on a perdu de vue que le fait d'être sexué, ce n'est pas simplement une question biologique, ce n'est pas simplement une question d'organes, ça touche à notre identité profonde. Ça connote non seulement notre corps, mais aussi notre façon de nous comporter, notre rapport au monde, notre rapport à l'autre, notre psychologie, je dirais même notre spiritualité. Donc ce n'est pas neutre, fondamentalement, nous sommes hommes et nous sommes femmes. Et un enfant se construit parce qu'au fond, lorsqu'un enfant grandit, et c'est un processus psychique qui commence à la naissance et qui s'achève à l'âge adulte, l'enfant doit peu à peu arriver à choisir son identité sexuelle, non pas indépendamment de son sexe, de sa biologie, de son corps, mais il doit au contraire arriver à intégrer son identité sexuelle et à l'assumer. C'est ça le but d'une véritable éducation, c'est de permettre à l'enfant finalement de choisir ce qu'il est. Et donc dans ce processus psychique, l'enfant il a besoin d'une référence masculine, d'une référence féminine pour pouvoir se construire. Tout ça se fait dans l'inconscient grâce à un jeu de différenciation, d'identification qui va lui permettre de s'accepter comme il est, de ne plus avoir peur de l'autre sexe, parce qu'un enfant a peur de l'autre sexe, et de pouvoir entrer dans une relation épanouie, harmonieuse avec les personnes de l'autre sexe. C'est très important que l'enfant puisse être confronté aux deux sexes, la figure du père, la figure de la mère. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément, tout va être loupé dans la vie d'un enfant s'il n'y a pas un père ou une mère. Ce sont des situations qui peuvent arriver, par accident en particulier. Mais une chose est de gérer des situations délicates, une chose est de les programmer et de les organiser. Parce que là, on va organiser puisque si des couples homosexuels ont accès à l'adoption, d'emblée, on retire à l'enfant ce droit fondamental d'avoir un père et une mère. Lorsqu'il s'agit d'un couple homosexuel, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a un brouillage de la filiation. C'est-à-dire que là, l'enfant, au fond, ne sait plus trop qui est son père ou qui est sa mère, qui sont ses parents. Il y a forcément un tiers d'honneur qui est souvent inconnu. Vous savez que la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, et dans cette convention, il est dit qu'un des droits de l'enfant, entre parenthèses, il y a aussi le droit à la vie, mais un des droits de l'enfant, c'est de connaître son père et sa mère. La genèse de l'homosexualité, quelque chose qui est assez compliqué, qu'on ne maîtrise pas totalement. On a quand même fait des progrès aujourd'hui, et il semble que dans l'immensité des cas, la majorité des cas, l'homosexualité, elle est acquise, si vous voulez, elle n'est pas innée. Donc on ne naît pas homosexuel. Par contre, dans ce développement psychique dont j'ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir des failles. Mais c'est vrai pour tout le monde. Dans notre propre développement psychique, nous avons tous, on sait bien maintenant que nous avons tous par exemple des blessures d'enfance, qui vont développer des pathologies plus ou moins graves, qui sont parfois insignifiantes. Mais au fond, nous sommes tous des êtres un petit peu tordus, un peu blessés. Dans le cas de l'homosexualité, un jeune qui est par exemple adolescent peut connaître des situations où il va se sentir attiré par, mettons un jeune garçon va se sentir attiré par un autre garçon. S'il est dans un contexte, dans une société où les repères sont clairs, il y a de bonnes chances pour qu'il se ressaisisse, il se dit non, ça ne se fait pas, et puis voilà, et puis ça va passer. S'il est dans un contexte où on lui dit mais de toute façon, tu sais, c'est pareil, c'est un choix équivalent, tu peux être homo, tu peux être hétéro, où il y a un brouillage des repères, il y a beaucoup plus de chances pour que le jeune il passe à l'acte. Et on sait très bien que dans ce domaine-là, le passage à l'acte, souvent, va déclencher une tendance beaucoup plus profonde qui sera beaucoup plus difficile ensuite à récupérer.
crois qu'il faut distinguer la question de principe et la question des personnes. Sur le principe, moi je suis convaincu que l'Église, elle nous dit ce qui est vrai et ce dont nous avons besoin, hein. Elle nous aide à savoir ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme et à réfléchir sur la nature humaine et sur la réalité du mariage. Monseigneur Barbarin, vous le savez, s'est exprimé à la télévision et puis alors ça fait un petit peu scandale, ses propos ont été... Mais à mon avis, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire ou on n'a pas voulu comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on refuse un peu le débat sur cette question-là. Et je pense que c'est dommage parce qu'on est en train de toucher à ce qui est la structure fondamentale de notre société depuis des millénaires. Donc il faudrait quand même qu'on puisse avoir un débat un peu dépassionné sur ces questions. En l'occurrence, ce qu'a dit le cardinal Barbarin est tout à fait cohérent et très important. Au fond, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si on ne sait plus définir le mariage, parce que c'est ce qui se passe, hein. Jusqu'ici, c'était évident, le mariage c'était un homme et une femme. Bon, aujourd'hui, on ne sait plus définir ou on renonce à définir le mariage. Alors pourquoi faudrait-il interdire la polygamie? C'est tout à fait cohérent de dire ça. C'est injurieux pour personne. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de définir le mariage, oui ou non? Après, c'est vrai que vis-à-vis des personnes homosexuelles, on est souvent maladroit, on a du mal finalement à s'y prendre souvent avec la meilleure volonté. D'abord, ce qui est clair, c'est qu'il faut rejeter toute forme d'homophobie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que là, tout n'est pas réglé. Je pense qu'il faut que nous apprenions à vraiment non seulement respecter ces personnes, mais comme me l'a fait remarquer d'ailleurs une personne après un texte que j'avais écrit, il faut que nous apprenions à les aimer. Et je crois que ça, c'est le propre aussi de la vie chrétienne. Il faut que nous apprenions à aimer ces personnes, mais aimer une personne, c'est pas forcément lui dire ce que tu vis c'est très bien, reste comme ça. C'est aussi lui dire tu as un chemin de sainteté, un chemin de conversion. Si vous voulez, le piège pour nous, ce serait de dire nous sommes des gens droits, on est dans les clous et les homosexuels ils sont à côté des clous. Ça, c'est pas une vision chrétienne de la réalité. L'Église, comme me disait un de mes professeurs, c'est une procession de boiteux. Bon, nous avons tous nos failles, nous sommes tous un petit peu tordus, mais on essaye d'avancer vers la vérité de l'amour. Donc les personnes homosexuelles, elles ont leurs failles, voilà, nous on a les nôtres, et on essaye d'avancer ensemble, mais c'est vrai que nous avons certainement des progrès à faire pour qu'elles se sentent accueillies et aimées. Je connais des personnes homosexuelles qui essayent d'être fidèles à l'Évangile et je suis souvent édifié parce que c'est un combat qui est compliqué dans le contexte actuel. Et oui, elles peuvent nous apprendre justement cette confiance en la grâce et ce désir de sainteté dans la situation. Parce que la vie chrétienne, au fond, c'est ça, c'est accepter sa situation, accepter ses fragilités, mais ne jamais renoncer à avancer sur le chemin de la sainteté. Moi, j'aime bien le passage de la femme adultère parce que je trouve on a vraiment là l'exemple parfait de la pédagogie de Jésus par rapport à ces questions de morale entre guillemets et en l'occurrence de sexualité. Vous connaissez le passage, je ne vais pas vous refaire tout le passage de la femme adultère, mais on voit vraiment que cette femme a fait une rencontre avec Jésus. Au fond, Jésus ne lui dit pas à la fin du passage, lui dit pas bon bah allez, eux ils t'ont condamné, moi bah, vas-y fais ce que tu veux, c'est pas grave, on ferme les yeux. Non, il lui dit va et ne pêche plus. Mais Jésus peut lui dire cette parole, qui est une parole d'exigence, parce qu'il y a eu une rencontre, un échange de regards. Elle a perçu que Jésus n'était pas venu pour la condamner, mais au contraire pour lui ouvrir un chemin. Et donc, elle a pu entendre cette parole. Et bien, c'est aussi le rôle de l'Église aujourd'hui, d'être capable, non pas de condamner ces personnes, de les accueillir, de les aimer, de les aider à rencontrer le Christ et de leur faire toucher du doigt que, quelle que soit notre situation, nous avons un chemin à vivre qui passe par des conversions, va et ne pêche plus, mais qui est un chemin de bonheur et un chemin de sainteté. Ce qui est important dans le contexte actuel, c'est aussi que nous soyons capables de nous former et de dialoguer sur ces questions-là. Parce que l'enjeu est tellement important que je pense que maintenant, on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas rester à se lamenter en se disant tout fout le camp, etc. Non, il faut que nous soyons capables
de nous former, de dialoguer, de faire entendre notre voix. Et moi, je rencontre des hommes politiques qui me disent, mais au fond, nous, on est demandeurs parce qu'on n'est pas formés sur ces questions-là. Et un homme politique qui n'est pas formé, qui ne sait pas trop quoi penser d'un sujet, eh ben, il va écouter l'opinion, il va prendre le mouvement, il va prendre le sens du courant. Vous voyez. Donc il faut qu'on soit capable d'intervenir dans ce débat public.